toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire des jeudis de l'éco-construction. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler d'un thème important, celui de l'éco-construction et de la façon dont l'image de ce mode constructif va pouvoir évoluer de manière à amplifier ce type d'usage dans le monde du bâtiment. Ce webinaire est organisé par le Fonds français pour l'environnement mondial avec l'AFD et il a été réalisé en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, l'ADEME et la Global Alliance for Buildings and Construction. Comme ça, il sera disponible ensuite en replay. Il y aura en live de la traduction pour les personnes qui en ont besoin. So if anyone need a translation for French to English, just look in the chat, you have all the information available. Et point important pour tous les participants qui voudront poser des questions à nos intervenants, vous pourrez le faire en cliquant sur l'onglet questions qui est tout en bas à droite de l'écran avec le point d'interrogation. Donc n'utilisez pas le chat à cet effet, utilisez bien l'onglet questions pour poser les questions que vous avez envie de partager avec nos intervenants. Alors c'est le troisième et le dernier webinaire d'une série qui a déjà permis d'aborder 2 points importants sur l'éco-construction, celui de la normalisation du secteur, notamment à travers les matériaux utilisés, les techniques, et un deuxième webinaire qui lui était sur les différentes facettes des enjeux de la formation ce mode constructif. Cette fois-ci, on va discuter de la façon dont l'éco-construction peut passer de projets pilotes, qui sont plutôt le de plus en plus généralisés, plus largement, y compris bien sûr dans une diversité de pays qui ont des approches parfois différentes, comme on va peut-être le voir maintenant dans ce webinaire. On va aborder 2 sujets principaux dans ce webinaire. Le premier, ça sera celui de l'importance des incitations publiques, de la communication et de la valorisation des projets, justement pour faire évoluer positivement l'image de l'éco-construction. Et puis, dans une deuxième partie, on abordera la nécessité de combiner à la fois politique publique et structuration des réseaux professionnels pour diffuser plus largement cette logique d'éco-construction auprès d'une majorité d'acteurs du bâtiment. Alors pour ce webinaire, comme vous l'avez compris, depuis quelques minutes, je serai le modérateur. Je m'appelle Stéphane Signoret, je suis journaliste spécialisé dans le secteur de l'énergie. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Aurélie Gueldre, qui est responsable Ville et Territoires, Proclimat et Nature du Fonds français pour l'environnement mondial et qui a piloté l'organisation de ce webinaire. Et je vais en profiter pour lui laisser la parole et introduire cette Merci dernière session. Stéphane. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire de la série. Je vais essayer d'être bref dans mon introduction pour laisser la place aux panélistes. Les 2 premiers webinaires ont montré que finalement, l'éco-construction était un choix rationnel, à la fois sur le plan économique, sur le plan de la durabilité, que c'était pas nécessairement un choix militant, que c'était certainement pas un choix de paresse, peut-être pas encore un choix rentable pour le secteur du bâtiment, puisque contrairement aux utilisateurs, ils bénéficient ni des économies de la construction, ni des économies pendant l'exploitation. Mais finalement, pour tous les autres acteurs, et en particulier pour les usagers, c'est un choix durable, c'est un choix pertinent. Et on s'est dit, puisque la rationalité ne suffit pas, que peut-être on pouvait aborder dans ce dernier webinaire le facteur de l'image et du passage à l'échelle, ou plutôt du facteur de l'image pour un passage à l'échelle de l'éco-construction. Et pour introduire ce sujet, je voulais vous proposer un regard à la fois rétrospectif sur le passé de l'éco-construction et sur son actualité, son avenir, avec quelques exemples d'architecture bioclimatique. Évidemment, si on remonte dans le passé, alors vous connaissez sans doute certaines de ces constructions. Elles sont extrêmement diverses.
parce qu'elles sont justement, parfaitement adaptées à leur territoire, à leur climat, à leur contexte, aux cultures aussi dans lesquelles elles se sont développées. Elles ont néanmoins tout un point commun, en plus d'avoir été éco-construites, c'est qu'elles sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, et je trouve que c'est intéressant de se souvenir que, l'éco-construction, peut être, à la fois banale, quotidienne, mais aussi, être exceptionnelle et être reconnue comme telle, et notamment comme, une partie de la culture et du savoir-faire. Alors évidemment, il y aura des sceptiques, il y aura des amoureux du progrès plutôt que du patrimoine qui diront: «Oui, mais ces savoir-faire, ils appartiennent au passé, on ne sait plus faire comme ça, c'est pas d'actualité». Donc on voulait aussi vous présenter, quelques exemples, récents, pour certains qui ont été largement publiés et même primés puisque, l'un a reçu le prix de Scaire, en tout cas son architecte Francis Quéré, l'autre, Anna Heringer a reçu le prix Nobel. Ils sont également sur différents territoires, différents continents. Ils sont également éco-construits et je crois qu'ils montrent aussi que l'éco-construction, ce n'est ni l'anti-modernité, ni l'anti-esthétisme. Ça peut être beau, ça peut être, fonctionnel, solide, ça peut être économe en empreinte, de gaz à effet de serre, ça peut être écologique et surtout, et je pense que c'est ça aussi qui est important, de véhiculer, c'est que c'est confortable. C'est des architectures dans lesquelles on vit, on travaille, on apprend, parfois on s'y soigne. Alors au Fonds français pour l'environnement mondial, on est effectivement, convaincus, hein. C'est pour cette raison, qu'on organise aussi ce webinaire. Et l'idée de ce webinaire de clôture, c'est donc de donner la parole aux acteurs que l'on soutient avec, également, l'AFD et qui s'engagent, dans cette voie. Aménageurs constructeurs, ingénieurs, architectes, bailleurs, puisqu'on donnera aussi la parole à l'AFD qui est un acteur important, pour partager, chacun ses actions, ses solutions et les défis, qu'il perçoit, et qu'il faudra, sans doute, affronter à l'avenir. Donc merci à eux de prendre ce temps d'échange, de transmission, et puis place au débat animé cette fois par un vrai journaliste expert de l'énergie et qui connaît bien aussi les enjeux d'image. Merci Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup Aurélie pour cette introduction. Je vais présenter nos 5 intervenantes et tout d'abord, Rama Yag, elle est directrice de la promotion territoriale et commercialisation de la SAFRU. Alors la SAFRU, c'est la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine qui au Sénégal a été créée en 2020 et elle travaille justement à la programmation et l'aménagement de zones urbaines résilientes et inclusives. On a aussi avec nous Ludovic Jonard, qui est fondateur et directeur d'architecture et développement, très expérimenté dans la conception et la réalisation de projets urbains qui notamment utilisent l'éco-construction. Voilà, il va pouvoir nous partager son expérience. Oumar Ouelé, dirigeant de Abidem en Mauritanie, une entreprise d'éco-construction spécialisée dans la valorisation de matériaux biosourcés et géosourcés, matériaux dont Oumar Ouelé est un spécialiste et un pionnier d'ailleurs aussi pour les utiliser. On a également avec nous Caroline Geffriot du Goethe Institute au Sénégal. Elle est responsable d'un projet qui s'appelle Learning from Green African Building et elle va justement pouvoir valoriser la façon dont ce projet lui-même montre l'architecture durable africaine à différents niveaux. Et puis Rémi Lafont, là pour l'efficacité énergétique des bâtiments à l'AFD et qui va justement pouvoir montrer comment l'AFD soutient et promeut ce type de projet. Alors pour démarrer la première partie de ce webinaire, je vais inciter Madame Yag à prendre la parole parce que vous avez, Madame Yag, avec la SAFRU, lancé un grand projet d'éco-quartier avec un lot spécifique de logements sociaux qui vont être éco-construits, le projet phare dont vous allez nous parler. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous montrer les grandes lignes de ce projet et surtout en quoi je vais faire évoluer cette image de l'éco-construction?
Merci Monsieur Signoret de me donner la parole pour partager justement l'expérience, en tout cas de faire un retour d'expérience sur ce que fait la SAFRU pour permettre le passage à l'échelle et donc favoriser plus amplement l'éco-construction. Donc, actuellement, la SAFRU, en tant qu'aménageur public, développe un projet d'écocité sur environ 110 hectares entre Dakar et Thiès. Donc, alors, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez tous à l'écran le plan d'aménagement, mais globalement, il s'agit d'un site qui est entre Dakar et Thiès, donc une ancienne forêt qui a perdu pratiquement tout son couvert végétal et qui a fini par être déclassée parce que justement il n'y avait plus de forêt que le nom. Et donc c'est l'image que vous voyez sur l'écran à gauche, à gauche. Et donc l'État a décidé de mettre ce site en fait pour canaliser un peu la conurbation qui se faisait entre Dakar et Thiès et qui est inéluctable en fait avec l'extension urbaine. Donc, lorsque nous avons reçu initialement le site, on s'est un peu demandé ce qu'on pouvait faire avec, parce que a priori, il n'est pas très attractif avec des carrières autour et des exploitations type extractive. Donc, il n'y avait que quelques périmètres maraîchers. Et puis, en réfléchissant, nous nous sommes dit qu'il fallait en fait l'utiliser comme une sorte de creuset, de fabrique urbaine pour mettre à profit sur tout ce sur quoi nous étions en train de travailler depuis notre création en termes de développement urbain durable et en faire une sorte de fabrique urbaine. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue au fur et à mesure des pratiques, en fait, d'en faire une écocité qui permettrait de faire un peu cas d'école à la fois et tâche huile, parce qu'en tant qu'aménageur public, on est le premier aménageur public spécialisé dans l'urbain au Sénégal. Nous sommes un peu le maillon opérationnel entre l'État et les promoteurs constructeurs. Et donc, nous avons compris que nous avions un rôle d'émulateur, en fait, entre guillemets, pour pouvoir favoriser des approches et des pratiques plus durables. Donc, c'est pour cela que dans la réflexion, nous avons aussi décidé voilà, d'être assez novateur dans l'approche, de ne pas juste être sur de l'éco-construction à purement parler, mais de l'intégrer d'abord en amont dans la planification, dans l'espace urbain et jusqu'au bâtiment. Donc, le site s'est appuyé, le plan d'aménagement proposé a épousé l'état naturel du site. Donc, tout ce qui était déjà sur place, comme petits sentiers, le cours d'eau, enfin, un plan d'eau. Il y a un plan d'eau sur le site qui, aujourd'hui, a été au centre de la planification et qui a permis de composer une forme de trame bleue et de dégager également une trame verte qui quadrille l'écocité. Donc, et qui définit une sorte de cheminement, on va dire, piéton, à l'intérieur de l'écocité pour favoriser un peu tout ce qui est mobilité douce à travers la piétonisation, bien évidemment, mais aussi à travers des transports en commun. Donc, il y a également un réseau de nœuds paysagères sur lesquels on va s'appuyer pour faire de l'assainissement durable avec un système basé sur la nature qui est le filtre planté, donc qui permet un peu de faire de l'assainissement à partir de plantes. Donc, pour vous dire que l'approche, elle n'est pas uniquement centrée sur le bâtiment, mais elle vient en amont à partir, en fait, des éléments de trame urbaine. Donc, si on en revient ensuite à la construction, on a joué également sur tout ce qui allait être orientation des bâtiments, circulation des vents,
ensoleillement pour pouvoir avoir de bonnes performances énergétiques au niveau des bâtiments. Et puis, nous allons développer une phase pilote avec le projet FARD qui est développé actuellement par Architecture et Développement, qui est un projet qui a beaucoup travaillé sur des logements abordables éco-construits, qui s'était tourné premièrement auprès de coopératives pour pouvoir leur proposer une solution de logement à la fois abordable et éco-construit. Et puis, nous, à l'époque, on était positionnés plus sur l'aménagement durable. Donc, nous avions beaucoup travaillé avec Architecture de Développement pour intervenir sur ces questions-là. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée et des résultats des prototypes obtenus, donc, le projet FARD ayant connu plusieurs vies, on va dire, nous nous sommes proposé de joindre en fait les deux bouts, de joindre les efforts pour faire une phase pilote sur ce site-là qu'on développe de 110 hectares avec une première phase d'environ 5 hectares. Je ne sais pas, il y a 3 phases, il y a 3 grandes phases. Avec quelques sous-phases. Donc, la première, ce sera avec le projet phare où des logements seront développés en mixité sociale. Donc, il y aura des logements abordables, des logements standing également, parce que nous voulons jouer sur une forme de péréquation qui permettrait de financer le logement social à partir du logement standing. Il y a également de la mixité fonctionnelle qui nous permettrait également d'organiser les activités autour des logements et des équipements publics et permettre de limiter les déplacements inutiles et être dans un esprit de ville de 15 minutes pour avoir en fait on va dire les activités majeures dans un rayon de 15 minutes autour des logements ou vice-versa. Donc, c'est une approche que nous sommes en train sur laquelle nous sommes en train de travailler en parfaite collaboration avec Architecture et Développement. Je pense que Ludovic aura l'occasion de revenir plus largement sur le projet phare et ses composantes, mais nous travaillons actuellement sur les aspects de planification, bien évidemment, d'assainissement écologique, mais également de logement. Donc, nous comptons sur, avec le travail que nous sommes en train de faire, obtenir des cahiers de charges qui nous permettront, en fait, de faire plus de logements éco-construits. Donc, ces logements, en fait, sont un peu, ces cahiers de charges sont une forme de contrainte ou de prescription auprès des promoteurs constructeurs qui devront intervenir sur le site pour qu'ils puissent eux aussi s'inscrire dans cette trame, dans cet écosystème en parfaite durabilité. Donc, actuellement, ce sera le premier projet à jour, qui verra le jour porté par la SAFRU Éco-Construit, même si par ailleurs, nous avions travaillé sur d'autres projets avec justement l'AFD et la Banque mondiale sur un autre site qui est le pôle urbain de Daguerreolpa, mais ce projet n'a pas démarré pour des raisons, on va dire, pour des raisons sociales. Donc aujourd'hui, ce site-là, je pense, verra le jour plus rapidement, ce projet verra le jour plus rapidement et donc nous espérons ainsi contribuer, faire cas d'école en réalité et pouvoir montrer que notre forme d'aménagement, de construction et même de développement urbain durable est possible et qu'en fait, il suffit juste de le prendre en compte en amont et ne pas compter sur des initiatives isolées parce que finalement, s'il n'y a pas d'émulation, s'il n'y a pas d'effet de masse, en fait, les résultats à atteindre seront un peu plus, seront derrière, en fait. Les résultats à atteindre, les objectifs ne seront pas atteints plutôt. Donc, c'est actuellement notre objectif avec ce projet-là et à travers notre collaboration avec le projet FAP qui est soutenu justement par l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial. Merci Stéphane.
Très bien, merci beaucoup pour cette description et le fait qu'effectivement, il y a cette idée d'émulation entre différentes zones d'un grand écoquartier avec différents types de construction. Monsieur Oumarwele, je vous propose qu'on continue avec vous. Vous avez vous-même travaillé sur des bâtiments en biomatériaux et notamment pour un quartier résidentiel. Est-ce que, pareil, vous pouvez nous le décrire en quelques mots et surtout, quel enseignement vous en tirez sur la façon dont le cadre officiel de construction de ces bâtiments est important et sur la nature de la communication qu'on peut faire autour d'un tel projet? Alors, j'espère qu'on n'a pas perdu Monsieur Ouellet. Vous aurez remarqué que moi-même, j'ai changé d'écran. Je partage celui d'Aurélie Gueldre. Alors, on est en train de vérifier. Il doit accepter l'invitation. Apparemment, il est sorti de... Ah, voilà. Peut-être que Monsieur Ouellet est sorti de la salle et doit réaccepter une invitation à rentrer. Alors, ce que je vous propose, c'est que le temps que M. Ouellet puisse se reconnecter, je vais me tourner vers M. Jonard, puisque justement, il a travaillé sur le projet phare dont parlait à l'instant Mme Yag. Et M. Jonard, de votre côté, votre expérience dans l'éco-construction vous a amené à traiter différents types de cas, de sujets, différents types de bâtiments. À votre avis, comment on peut inciter les populations à se tourner vers des bâtiments éco-construits au regard de cette longue expérience que vous avez eue et que vous avez toujours d'ailleurs? Très bien, merci beaucoup pour avoir cette opportunité de partager notre expérience et ce projet en particulier. Peut-être faire un rapide retour sur le fait d'où on vient. Nous, on a la chance d'être une ONG qui a travaillé dans beaucoup de pays depuis 30 ans. Donc, on n'apporte pas forcément une expertise spécifique à un pays, mais plutôt un ensemble de retours d'expérience, y compris avec notre passé humanitaire, où on a été toujours confronté à des constructions dans des conditions relativement précaires. Et donc, la question des matériaux locaux, la question de la proximité, la question des bas coûts, y compris même la question de l'autoconstruction, nous est très familière. Et on a construit en matériaux dits locaux aux alentours, au Burkina, au Mali. Et donc, on connaît bien cette problématique. C'est pour ça que j'ai souhaité mettre cette photo, qui est la photo du prototype de notre projet phare, parce qu'on est toujours tous confrontés dans cet écosystème d'acteurs à la question de l'appropriation et de la perception de ce que peut être, comme ça a été bien dit en introduction, cette construction en terre qui est toujours un peu questionnable du point de vue des populations auxquelles on s'adresse. Donc, pour vous dire que notre effort dans phare, et ça a été bien rappelé par la SAFRU, c'est que nous sommes à la charnière, nous, en tant qu'architectes, pour proposer des projets qui soient acceptables par des promoteurs. Et pas seulement, pas n'importe quel promoteur, par des promoteurs publics qui sont les acteurs déclencheurs de ces politiques de logement abordable pour les populations qui en sont exclues. Donc le projet a été conçu comme ça. Il a été conçu comme étant une passerelle, un peu un grand enjambé entre le financement du logement et puis l'acteur final. Comme l'a bien rappelé Rama, on s'est assez rapidement focalisé sur les coopératives d'habitants. Et puis, pour des raisons d'histoire de projet, on est bien content d'être arrivé enfin, malgré tout, avec la SAFRU, parce que ça nous permet de faire cet effet de levier pour lequel on est très intéressé, c'est à sortir des projets pilotes, faire quand même un prototype, mais basculer directement. Et c'est dans le projet que nous avons appelé ça un projet démonstrateur, avec une échelle qui est quand même d'une cinquantaine de logements. Mais comme ça a été bien rappelé également, il s'inscrit dans une emprise foncière beaucoup plus vaste. Et là, on commence à parler d'urbain. On commence à parler de périurbain, on commence à parler d'étalement urbain, de compacité, même s'il s'agit toujours de maisons individuelles. On réfléchit à la question non seulement de la typologie architecturale, mais de la morphologie urbaine, y compris dans ses fonctions urbaines. Donc, toutes les questions d'aménagement en amont, elles sont très importantes pour permettre à différents types d'habitats, de logements, de s'insérer et donc de pouvoir se diversifier en logement locatif, en logement en accession, en collectif. Vous aurez remarqué, même si ce plan va être remanié, qu'il y a du collectif associé avec de la maison individuelle en
probablement R+1 ou 2 maximum. Et donc, c'est cet enjeu de changer un peu les cartes sur les pratiques, j'allais dire mauvaises pratiques, mais en tout cas des pratiques qui sont améliorables de lotissement, notamment qui sont toujours les mêmes lotissements qui se dupliquent et qui s'étalent dans l'urbain. C'est cette question de pouvoir offrir des alternatives et malgré tout de s'adresser à ces populations qui sont, comme je le disais, souvent exclues. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous dans le projet phare, c'est de rentrer dans cette alliance entre des enjeux de planification urbaine, de logement social, d'aménageurs, mais aussi à des échelles plus locales en termes d'aménagement et de confort, comme c'était rappelé, puisque pour nous, il s'agit de faire des bâtiments avec des matériaux les plus locaux possibles, les moins carbonés possibles, mais comme le montre la photo, donc la photo c'est le même bâtiment, mais c'est pendant sa construction et pratiquement à la fin, d'avoir une apparence, et c'est peut-être une petite expérience qu'on peut partager avec notre aujourd'hui, c'est le fait que les logements doivent quand même ressembler à ce qui est sur le marché et ce qui est la représentation des habitants. Il n'est pas très facile de convaincre des habitants qui vont être écolos, qui vont sauver la planète en achetant cette maison. Par contre, s'ils pensent que c'est ce que tout le monde veut et que ça correspond à ce qu'ils avaient déjà en tête, c'est peut-être une bonne stratégie. Alors, il ne s'agit pas de maquiller la maison, puisqu'en fait, la vertu de ces types de maisons, c'est d'offrir un meilleur confort d'emblée. Donc ça, c'est ce que peut proposer le prototype. On rentre dedans, on s'aperçoit que c'est mieux. Et puis, on s'aperçoit que c'est plus solide, que ça crée un patrimoine. Alors, peut-être pas UNESCO, ça c'est un peu prématuré. Mais par contre, je pense que c'est important que les gens s'approprient un patrimoine bâti au sens familial et au sens économique. Que les bâtiments ne se dégradent pas, qu'ils soient quelque chose qui soit cumulatif et qui se transmette éventuellement, et qui en plus, là si on parle à la banque, qui soit hypothécable, qui ait une valeur vénale, qui permette justement de pouvoir y adosser des emprunts. Donc voilà à peu près la philosophie globale du projet phare qui a pour objectif donc d'approcher de manière beaucoup plus large l'ensemble des processus et d'accompagnement. Donc c'est plutôt ce que nous on appellerait des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais plus encore de pilotage et de montage d'opérations. Donc peut-être aussi mentionner, juste pour terminer cette introduction, la question de la programmation urbaine. Rama a bien parlé de la question de mettre en place des trames, et je pense que c'est une des vertus de ce projet potentiel, c'est le fait de pouvoir installer de la trame qui va d'une certaine manière structurer l'armature urbaine, mais physiquement, et on parle de trame verte et bleue, et d'assainissement écologique, puisque par exemple, l'idée d'assainissement écologique autonome et collectif, c'est qu'il n'a plus besoin de faire du réseau qui est toujours problématique, par exemple au Sénégal, dans beaucoup de contextes, parce que le linéaire de réseau nécessaire ne correspond pas suffisamment à la capacité, à la densité d'usagers, et donc il n'y a pas de rentabilité avérée, c'est très compliqué qu'il fonctionne correctement. Donc l'idée d'avoir des paquets, des entités de petites structures urbaines qui s'installent, sur lesquelles vont s'agréger d'autres structures avec des cahiers des charges et des tracés préalables qui sont maîtrisés, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus structurant et de plus durable en termes de qualité, à la fois architecturale et urbaine, et terminer sur un point qui est la résilience et l'adaptation au changement climatique. Ces projets sont aussi modélisés grâce à de la technologie et des études qui sont tout à fait convergentes aujourd'hui au Sénégal avec beaucoup d'acteurs et qui permettent justement d'anticiper et de s'adapter, de prévenir les risques, notamment d'inondation, en l'occurrence pour ce type de parcelles. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé la démarche. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Jonard. Et je trouve intéressant cette idée de bien montrer la valeur patrimoniale de ces constructions pour les futurs habitants qui y seront. Alors, Monsieur Ouellet, je crois qu'on vous a bien retrouvé. Et l'idée, c'était que vous puissiez nous présenter les projets ou un projet de quartier résident, d'une maison en biomatériaux dans un quartier résidentiel. Et justement, comme je disais tout à l'heure, les enseignements que vous pouvez en tirer à la fois sur l'intérêt. Allô. Allô.
Allô? 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 Nous entendons, je pense que c'est M. Signoret qu'on a perdu, mais... Oui, on t'entend, Oumar, mais Ah, d'accord. je pense que tu peux y aller, Oumar, à mon avis. Ok, merci Ludovic. Je salue de passage Ludovic, mon ancien patron, hein, et Ramayad, où j'ai travaillé sur le projet phare, le prototype à Diamniadio. C'était une belle expérience auprès de Ludovic. Donc, je reviens un peu sur mon aile. Moi, je vais beaucoup m'articuler sur comment nous avons, nous, une structure locale privée à Bidem, on a pu travailler et mettre en place certaines choses jusqu'à aller convaincre l'administration publique. Et quelle stratégie de communication que nous avons opté pour qu'on puisse progressivement ancrer l'éco-construction dans le quotidien ou dans les débats mauritaniens. Au départ, nous avons beaucoup plus mis l'accent, axé nos communications sur la solidité, la résistance de ces ouvrages. On n'a pas trop allé sur l'esthétique, le confort, mais c'était beaucoup plus la partie performance mécanique de ces matériaux, de ces ouvrages. C'est dans ce cadre qu'on a pu construire du logement sur les périphériques de Nouakchott, des bureaux à Rosso et un ouvrage de sécurité et de défense à 60 km de Nouakchott, où on a mis beaucoup l'accent sur la résistance de l'ouvrage et convaincre que ce soit le maître d'ouvrage que les futurs propriétaires sur la solidité de l'ouvrage. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a construit le centre d'entraînement militaire des forces spéciales avec du matériau biosourcé, géosourcé, de l'argile. Et d'autres projets aussi nous ont permis toujours de faire de la sensibilisation, et c'était une occasion aussi comme on était dans un contexte où il n'y avait pas suffisamment de la main-d'œuvre formée, il n'y avait pas d'outils politiques publics qui existaient d'une grande importance pour nous accompagner. À un moment aussi, on était obligé de faire ce balayage, d'aller et d'avoir des outils qui nous permettent d'exister et de mettre en œuvre ce projet. Et après quelques années, donc, on a démarré d'une manière effective en 2018 jusqu'en 2020. C'est là où on est passé de stade à aller sur l'unité urbaine. Donc, la maison qui est en face, qui est dans un quartier résidentiel de Nouakchott, où on avait des enjeux à défendre, l'image de l'éco-construction en milieu urbain d'abord, et ensuite aller monter en termes de performance et de qualité. Quand je dis en termes de performance et de qualité, c'est d'aller sur l'esthétique d'abord, beau à voir, et ensuite sur le confort. Les objectifs que nous nous sommes fixés au départ, c'était on est dans une zone qu'on peut considérer désertique un peu, entourée par des dunes de sable, où l'harmattan, quand il souffle, on a des vents chargés de sable. Et deuxièmement, la nappe n'est pas du tout loin, donc risque de remontée capillaire. Et on a des températures extérieures qui peuvent aller jusqu'à plus de 40 degrés. Donc, comment concevoir un habitat dans le résidentiel Nouakchott tout en assemblant, tout en ayant à la fin ces objectifs de confort et de qualité, et avec une main-d'œuvre vraiment pas de top, mais qui n'existe pas. Donc, c'était un grand défi. Et aussi la partie logistique, comment s'approvisionner de ces matériaux dans le milieu urbain. Donc, l'objectif, c'était de réduire 80% de l'utilisation du béton dans la construction. Donc, ça, la partie décarbonation. Ensuite, maintenir le confort entre 20 et jusqu'à 28, voire 30 degrés d'une manière passive, et aussi se protéger contre l'humidité des remontées capillaires. Donc, ça nous a permis de réunir plusieurs types de matériaux de construction qu'on peut trouver à Nouakchott. La pierre pour les fondations, de la paille de typha broyée pour fabriquer nos isolants, et de l'argile venant de Rosso pour nos murs, nos parois. Donc, mais
tout départ, on a utilisé l'outil, la conception bioclimatique. En jouant sur les orientations, on savait exactement où venaient les vents dominants chargés sous. Et ensuite, le système de configuration, la conception du bâtiment, il ne faut pas que ça soit trop long, des façades exposées, et aussi en ayant l'idée sur le déplacement solaire. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a réalisé cet ouvrage, aujourd'hui fini, occupé, qui est en instrumentation, donc qui est encore en suivi pour voir encore confirmer nos résultats. Aujourd'hui, d'une manière objective, par sensation humaine, par retour qu'on a eu, donc c'est confortable, on arrive à vivre sans clim, mais avec des brasseurs d'air à l'intérieur, quand on a moins de vitesse de vent, et aussi en termes de confort lumineux, donc on profite bien avec l'éclairage naturel. C'est pour dire seulement qu'aujourd'hui, que nous, en Mauritanie, on ne parle plus de démonstrateurs. On en a assez de démonstrateurs, que ce soit nous, Abidem ou d'autres, à travers des projets. L'État, par exemple, à travers les 50 logements, les centres de santé qui ont été construits en Afrique, des écoles primaires avec des matériaux locaux. Et donc, on a suffisamment de retours d'expérience. Et à partir de là, maintenant, c'est là où on s'est dit, bon, tout est là, on a suffisamment d'ouvrages, de typologie d'ouvrages, habitat, communautaire de santé, scolaire, même défense et sécurité, habitat. Donc, aujourd'hui, c'est de mettre en place des politiques publiques. C'était un peu compliqué, c'était difficile, mais heureusement, je félicite d'abord l'administration publique au départ qui était un peu réticent, mais qui était toujours là à l'écoute, assis, se prêter au jeu, nous a laissé faire ce qu'on a fait, nos ouvrages que vous voyez, l'habitat bioclimatique qui vient d'être primé au Green Solution Award à la COP 30. Donc, à partir de ces résultats, ça nous a permis de proposer ou d'accompagner l'État, ou de l'État a mis en place certains éléments de politique publique. Notamment aujourd'hui, dans les politiques publiques en Mauritanie, on retrouve la politique nationale urbaine où l'éco-construction et décarbonation du bâtiment occupe une grande place, et que l'État a dit, bon, OK, qu'il y avait une loi de 8% de la commande publique est ouverte à ce type de matériaux. Donc, je reviens là-dessus, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout dépend de nous acteurs opérationnels sur le terrain, comment nous allons s'y mettre en produisant des ouvrages de qualité. Et à partir de là, il faut s'armer d'une certaine stratégie de communication pour faire comprendre au grand public. Beaucoup ne savent pas, beaucoup restent dans leurs préjugés, que c'est du vieillot, ça ne peut pas se retrouver dans le milieu urbain, où c'est difficile à avoir, là, ça coûte cher. Donc, c'est d'avoir des arguments solides. Le meilleur argument solide, c'est d'avoir des ouvrages physiquement existants et qui sont là pour faire profit. Et dire encore que ce projet n'a pas seulement été une action de superposition de matériaux, mais ça a été aussi ça a été l'objet d'une école, parce que j'ai eu une dizaine d'élèves ingénieurs à travers les cycles de formation venir faire leur formation, leur pratique de terrain, se mettre en action, toucher les matériaux, contribuer. Ça a été, je félicite beaucoup de jeunes. Je peux dire qu'on a une vingtaine de jeunes venant de l'école polytechnique pendant 2 ans, venir participer selon les différentes thématiques qu'on avait développées, et aussi des ouvriers non spécialisés qui ont été formés sur ce chantier. Donc, oui, aujourd'hui, on doit aller vers les cocons, on doit mettre des ouvrages en place, on doit mettre des projets, mais avant tout, il faut qu'on arrive à avoir harmonisé, notamment dans la région Afrique de l'Ouest,
avoir des outils de communication vraiment qui vont permettre encore rassurer, faire comprendre, sensibiliser le grand public. Quand je dis le grand public, c'est des citoyens lambda, pas seulement l'administration publique. Donc voilà un peu, je m'arrête là et voilà. Allô? Allô? Pardon, excusez-moi, voilà. On a des petits soucis de connexion et j'espère que vous n'en pâtissez pas trop au niveau du public. On va arriver à stabiliser ça. Merci beaucoup, Monsieur Ouellet. Moi, je note qu'il y a une forme de maturité maintenant qui, effectivement, doit permettre de passer à d'autres types de communication et d'autres types de projets. Rémi Lafont, au sein de l'AFD et du PIB, vous pouvez être en mesure justement d'appuyer cet enjeu de l'éco-construction dans certains projets. Est-ce qu'il y a certaines de vos actions qui justement relèvent de mesures incitatives, notamment financières, j'imagine, et de communication? Oui, merci Stéphane. Alors avant de présenter les outils, je vais peut-être rapidement présenter donc l'acteur que nous sommes. Alors le partenariat pour l'efficacité énergétique des bâtiments, donc acronyme PEB ou PIB. Nous sommes donc un partenariat composé de la Banque de développement AFD et de la GIZ, qui est la coopération technique allemande. L'idée, c'est qu'on mette en œuvre conjointement des activités pour promouvoir l'éco-construction ou la rénovation durable dans nos pays partenaires. L'idée étant bien sûr donc de favoriser une construction qui consomme le moins de ressources possible pour des bâtiments qui soient confortables et qui puissent faire face à des aléas naturels et climatiques donc, qui vont être de plus en plus intenses et fréquents. Voilà, alors, les outils de notre partenariat, c'est grosso modo les outils de l'AFD pour du financement de projets d'échelle et les outils de la GIZ pour le renforcement de politiques publiques, de cadres sectoriels, des capacités des acteurs publics et privés dans les pays partenaires, et aussi le partage de connaissances et la communication. Alors, je vais faire un zoom côté AFD, parce que donc, moi, je me situe côté AFD. L'idée, c'est bien qu'on puisse proposer donc, des outils de financement, soit par subvention d'assistance technique pour promouvoir donc la construction durable dès l'émergence d'un projet qui va être financé par l'AFD. Donc, imaginons que dans un pays, il y a une requête qui émane donc, pour la construction d'un lycée, d'un hôpital. L'idée, c'est qu'on puisse intervenir dès le démarrage du projet, en lien avec l'équipe projet de l'AFD et les partenaires donc, publics ou privés du pays. Intervenir donc pour réaliser des études et favoriser la prise en compte des mesures pertinentes donc dès la phase de programmation architecturale et technique. À savoir que donc typiquement dès que le projet a émergé, l'idée c'est de savoir à peu près quel type de construction on va pouvoir promouvoir, donc faire un état des lieux des matériaux, des filières qui existent déjà ou des filières qui pourraient être promues dans le pays. Définir les intentions architecturales, évaluer donc les paramètres climatiques et tout ce qui est risque en fait qui pourrait toucher le projet. Et ensuite donc en phase de conception, dans le cas des rénovations, faire des audits, faire des simulations thermiques dynamiques pour tout type de projet, des analyses du confort thermique, visuel, olfactif, acoustique, des analyses énergétiques et financières, également des bilans carbone. Tout ça pour pouvoir mieux influencer donc, la conception du projet en lien avec donc, les architectes et les maîtres d'œuvre qui vont réaliser après le projet par la suite. En phase de mise en œuvre, après, grâce à des ressources financières qu'on a aujourd'hui, on peut faire des plans de mesure et de vérification pour bien vérifier que les mesures donc, ont été intégrées, faire le suivi des consommations énergétiques, du confort thermique, etc. Pour bien s'assurer donc voilà, que les mesures sont bien mises en œuvre. Et lors de toutes les phases, donc l'idée c'est qu'on puisse intervenir donc avec nos outils pour que les partenaires donc qui bénéficient des financements et qui passent les marchés pour recruter les architectes, ingénieurs, etc. Puissent inclure donc les bonnes clauses. Et les bonnes dispositions dans les termes de référence et dans les contrats pour que voilà, ceux-ci soient respectés tout au long de la conception puis de la construction des bâtiments.
Voilà, donc ces outils en subvention d'assistance technique qui bénéficient aujourd'hui à environ 25 pays partenaires du PIB, complètent des incitations financières qu'on peut également apporter donc, au sein des projets. Donc, ça veut dire qu'en plus des financements classiques que l'AFD alloue à des projets de bâtiments, on va pouvoir apporter des incitations financières supplémentaires sous la forme de subventions d'investissement ou de ce qu'on appelle le prêt concessionnel, donc des prêts avec des très faibles taux d'intérêt, qui permettent donc, grâce à une réduction du coût global du projet, donc d'inciter la mise en œuvre de mesures qui peuvent parfois générer des surcoûts ou pas, mais donc voilà, l'idée c'est bien en fait d'avoir une incitation financière pour convaincre notre partenaire et le maître d'ouvrage du projet donc d'intégrer ces mesures dans sa conception. Alors, je fais un petit aparté ici, juste pour préciser que, donc, comme je disais, toutes les mesures de construction durable ne génèrent pas forcément de surcoût, à savoir que si des mesures sont prises suffisamment tôt dans la conception d'un projet, elles peuvent, en fait, au contraire, même générer des économies, même lors de la construction, donc c'est-à-dire même à l'investissement. L'idée, c'est bien donc, grâce justement aux subventions d'assistance technique et donc aux études qu'on peut mener, de prouver que ces mesures sont pertinentes, d'autant plus que, et donc là je fais un deuxième aparté, c'est pas toujours l'argument économique et l'argument sanitaire qui va permettre de convaincre des partenaires dans nos pays d'intervention. Il arrive souvent, en fait, donc, comme le disait Aurélien en introduction, que les porteurs de projets ne soient pas forcément ceux qui sont les usagers du bâtiment, ni ceux qui vont payer les factures après énergétiques, en eau, etc. Donc dans ces cas-là, ce qui va marcher, ça ne va pas forcément être l'argument donc économique. Ça va être plutôt un argument, on va dire, d'identité architecturale et culturelle, donc qu'on va promouvoir nous aussi de plus en plus. On a souvent des retours aujourd'hui des équipes terrain de l'AFD qui nous rendent compte donc au sein des ministères l'argument de l'identité architecturale et historique dans le pays, l'argument d'intégration visuelle d'un bâtiment qui est conçu avec des matériaux locaux, donc par rapport à un environnement. Donc voilà, par exemple, hein, si on utilise la terre pour construire un bâtiment, bah, une terre est ocre, l'environnement du bâtiment est ocre, en fait, ça donne une intégration visuelle qui est très bonne. Et troisième argument qui marche très très bien aussi, c'est la souveraineté économique qui peut être apportée par l'utilisation, par exemple, de matériaux locaux. Donc toute la chaîne de valeur du matériau appartient au pays, donc ne demande pas d'utiliser des devises pour importer, par exemple, du ciment. Et donc voilà, donc ces arguments de la souveraineté, l'intégration visuelle et l'identité architecturale, on essaye aujourd'hui de la promouvoir de plus en plus. Et notamment via des outils de connaissance et de communication qu'on met en œuvre aussi au PIB, à savoir qu'on participe à l'élaboration de cours en ligne, on peut concevoir des bibliothèques, des guides de connaissances, donc avec même donc sur le site du PIB, une grande liste de livrables dans le cadre de projets ou de guides qui ont été conçus, donc génériques pour promouvoir les co-conceptions. Également, les projets pilotes, donc ça a été dit par nos collègues ici, ont une importance capitale, donc avec un potentiel de reproductibilité et de communication. Les bases de données de construction sont également très intéressantes, donc pour savoir, par exemple, avec l'outil de la SFI qui s'appelle Edge, quelles peuvent être les économies réalisées par l'utilisation de tel ou tel matériau, de telle ou telle mesure de construction durable. Également, donc, via les réseaux AFD et GIZ, l'idée c'est qu'on puisse participer aux événements internationaux comme les COP, comme les forums mondiaux, etc., donc pour promouvoir notre action. Et voilà, et faire connaître au maximum de partenaires donc, ce qu'on peut apporter. Très bien, merci pour ce tour d'horizon et on le complétera tout à l'heure avec d'autres moyens et actions que l'AFD et le PIB peuvent mettre en œuvre. On va justement continuer de parler diffusion des connaissances avec vous, Madame Geffriot. Donc le Goethe Institute au Sénégal a lancé ce projet autour de la valorisation des bâtiments éco-construits. Et il y a notamment un gros volet culturel dans cette plateforme web. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et puis nous expliquer comment justement la base de données a été construite de son côté? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Caroline Geffriot, je suis architecte.
Mais je travaille pour le Goethe Institut. Donc, peut-être que tout le monde ne connaît pas le Goethe Institut. C'est, une institution culturelle, qui, promeut l'usage de la langue allemande, mais aussi, travaille à l'échange culturel, entre l'Allemagne et tous les pays dans lesquels, les Goethe Instituts sont implantés. Donc c'est un peu l'équivalent de l'Institut français pour les Allemands, si je peux résumer. Et en fait, le Goethe Institut au Sénégal a lancé, en 2018 la construction de son nouveau, centre culturel, donc d'un nouveau bâtiment éco-construit, dessiné par Francis Quéré, et qui est en cours de chantier actuellement, qui sera normalement inauguré, en début d'année prochaine. Et donc pour accompagner la construction de ce bâtiment, le Goethe a voulu développer tout un programme autour de l'architecture durable. Et donc à ce moment-là, on s'est demandé, en quoi, le Goethe Institut, en quoi une institution culturelle pouvait aider en fait à promouvoir, une construction plus vertueuse. Et en fait, on s'est dit qu'en tant qu'institut culturel, on pouvait justement, peut-être travailler sur l'image et sur, la culture autour de la construction et de l'architecture. Et donc on a créé le projet, Learning from Green African Building en 2021 qui s'articule en 2 parties. Donc le but général du projet, c'est d'explorer la richesse et la construction durable en Afrique subsaharienne et justement de montrer par l'exemple qu'il y a une alternative, plus vertueuse, plus écologique, plus durable, et qui peut être une alternative désirable et qui peut avoir une esthétique, tout à fait contemporaine et être adaptée aux exigences de confort qu'on a, actuellement. Et donc l'idée, c'est de changer la représentation justement qu'a, cette, manière de construire et de créer un narratif qui soit plus, désirable. Voilà, donc peut-être je vais vous partager mon écran, comme ça je vais pouvoir vous présenter, le site internet qui est issu de ce projet. Alors juste une seconde. Donc en fait, le projet, il est organisé en 2 parties. Donc il y a une, grosse partie qui est la partie par laquelle on a commencé le projet en 2021, qui a été de créer une plateforme qui puisse donner accès justement à, une, grande, diversité de données autour de la construction durable en Afrique subsaharienne. Donc là, je vous présente le site internet justement, qui est principalement organisé, autour de cette carte de l'Afrique subsaharienne. C'est une carte qui rassemble toutes les données, enfin pas toutes, mais une grande partie des données qu'on a pu trouver autour de la construction durable. Donc c'est à la fois, si vous pouvez voir la légende, c'est à la fois donc les bâtiments, que ça soit des bâtiments, vernaculaires ou des bâtiments contemporains. C'est aussi les acteurs qui sont engagés dans une démarche de construction durable, donc ça peut être des entrepreneurs, des architectes, des chercheurs et cetera. On a répertorié également les lieux de diffusion de cette approche-là, donc principalement les écoles d'architecture, les universités, mais aussi les institutions culturelles. On a essayé de mettre en valeur aussi les travaux de recherche qui ont été faits, justement, dans cette optique de développer une approche durable dans la construction. Les matériaux qui peuvent être aussi des alternatives, aux matériaux conventionnels. Donc, au Sénégal, on a le Tifa, en Afrique de l'Est, il y a, l'idée de développer une filière bambou et cetera. Et puis les événements qui sont liés justement à ces questions-là. Hem, donc ensuite la carte, elle répertorie tout ça. Quand on clique sur un projet ou une initiative, on a un petit onglet qui s'ouvre ici sur le côté qui décrit rapidement le projet avec une photo. Et puis, on peut cliquer à chaque fois sur en savoir plus et puis on arrive sur une page qui est un petit peu plus fournie, qui décrit plus précisément le projet. Donc ça, c'est pour toutes les initiatives qui sont répertoriées sur la carte. Donc, voilà, si je zoome, autour du Sénégal, par exemple, on a différentes choses à Dakar, pas mal de choses. L'idée, c'est que les initiatives, elles sont, géolocalisées au maximum pour que chacun puisse aussi, aller voir directement sur place, en fait, se déplacer, rencontrer les acteurs ou aller voir les bâtiments. La carte, elle est également participative, ça veut dire que chaque, personne qui visite le site peut, proposer un projet à ajouter sur la carte ou une initiative à ajouter sur la carte.
Et ensuite, l'idée aussi, c'est que cette carte, elle représente la classification climatique du continent, disons, plus fortement que les traditionnelles frontières administratives. L'idée, c'est de pouvoir aussi permettre des hybridations peut-être techniques entre différents endroits du continent, différents territoires du continent, mais qui peuvent être situés sur la même ligne climatique. Je prends un exemple. Si demain, vous voulez construire dans la région de Casamance, au sud du Sénégal, beh, vous pouvez, il y a certaines techniques de construction traditionnelles ou contemporaines qui existent ici, mais peut-être que c'est intéressant de voir, dans le même type de climat, s'il y a d'autres choses qui peuvent être, intégrées, dans la construction et ça l'idée, c'est de pouvoir permettre des hybridations techniques, dans les mêmes, types de climats. Voilà le site internet et donc il y a cette carte, mais il y a également en fait, toute une série de vidéos assez courtes, donc c'est des petits clips, qui durent entre, 3 et 5 minutes et où là, nous, on a envoyé, des équipes, vidéo un peu partout sur le continent pour, témoigner en fait de la diversité des approches qu'il y a en Afrique, subsaharienne et puis aussi pouvoir communiquer facilement, présenter des projets, des initiatives, des acteurs. Donc ça, c'est une page qu'on essaye aussi de développer au fur et à mesure, qu'on a, du budget, pour l'alimenter. Et ça s'accompagne également d'une page où il y a, une diversité aussi d'articles, en fait, d'essais, où là, on a posé la question à des architectes, des intellectuels, des chercheurs, qui exercent sur le continent, d'essayer de décrire ce qui est, pour eux, à quoi correspond, la construction durable ou l'architecture durable en Afrique subsaharienne. C'est d'ailleurs, l'objet aussi de notre travail, du travail qu'on fait aujourd'hui. On est en train de travailler sur, un livre, autour de l'architecture durable en Afrique subsaharienne, qui est un ouvrage collectif en fait et qui permet de faire témoigner une vingtaine de professionnels qui travaillent, sur le continent. Et donc ça m'amène à vous présenter la deuxième partie du projet, qui est, tout un travail autour de l'animation de réseau, de la création d'événements, du plaidoyer et puis de la sensibilisation. Pour faire du plaidoyer, en fait, et de la sensibilisation au grand public. Donc on organise, on a eu à organiser, on organise toujours, des événements divers comme, on a tenu des conférences, des cycles de cinéma, on a organisé des expositions et c'est un projet qui a quand même une échelle, régionale donc on l'a fait au Sénégal, mais on a pu aussi, on a eu, l'occasion de pouvoir aussi présenter le Heu, projet et créer des Madame événements un peu, Geffriot, partout sur le excusez-moi, reste. est-ce que juste le temps que vous nous expliquiez ça, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de la plateforme web, s'il vous plaît? Et comme ça, on Bien pourra sûr, montrer, la diapo que vous aviez justement sur, cette partie, réseau. Voilà, ça y est, super, j'ai merci arrêté. beaucoup. Voilà, donc à côté de ça, il y a une programmation culturelle en fait, qui a pour but de justement, montrer ce travail au grand public et essayer de faire changer, l'image que le grand public peut avoir, autour de la construction durable. Par, donc des expositions, des, interventions, des cycles de conférences, de cinéma, des livres comme celui qu'on est en train de préparer, aujourd'hui, ça peut être des visites aussi de bâtiments, voilà, toutes ces choses-là. Très bien, Madame Geffriot, merci beaucoup. Je sais que vous aviez une contrainte horaire et voilà, je vous remercie d'avoir pu présenter tous les aspects de ce travail que vous êtes que vous êtes en train de mener et qui est vraiment exemplaire. C'est vraiment très intéressant. J'incite tout le monde à aller visiter cette plateforme et l'alimenter si possible. Merci beaucoup. Et bien, du coup, on va continuer ce webinaire avec la partie qui était relative justement à l'animation des réseaux et la façon dont on peut essayer de massifier l'éco-construction, la faire passer à plus grande échelle. Monsieur Lafont, de votre côté, comme on disait tout à l'heure, il y a d'autres moyens d'action que l'AFD peut mettre en place en ce sens. Quels sont-ils? Oui. Bon, je vais faire un petit zoom arrière du coup par rapport à ce que je disais tout à l'heure où je présentais donc ce qui est incitation financière et partie connaissance, communication, donc qui sont les deux dernières rubriques de l'écran.
Grosso modo, ce qu'on peut retrouver, c'est 5 leviers qu'on utilise, nous, pour promouvoir donc, les marchés d'éco-construction, qu'on peut retrouver un peu, grosso modo, hein, d'un point de vue théorique, pour promouvoir tout type de filière industrielle. Donc, 5 leviers qui fonctionnent en parallèle: l'éducation, la formation professionnelle, la commande publique, qui amorce donc le lancement d'un marché, la réglementation et les normes, et voilà, donc incitation financière et connaissances. Alors, je vais donner des exemples hein, de projets d'activités menés par l'AFD, alors qui ne sont pas concomitantes, mais donc des exemples séparés pour chacun de ces leviers. Donc, le premier, c'est un projet qu'on a mené en Mauritanie, grâce à une subvention de l'AFD de 3,5 millions d'euros et une subvention de l'Union européenne de 3,2 millions d'euros. Donc, c'est un projet qui s'appelle PECOBATS, qui consistait à améliorer l'employabilité des jeunes et améliorer aussi les capacités des petites et moyennes entreprises en développant l'éco-construction. Voilà, c'est un projet qui en fait est un ensemble d'activités qui elles donc sont menées conjointement. L'idée, c'est de former des jeunes professionnels, de les former donc avec des cours théoriques également en travaillant sur des chantiers écoles. Donc, il y a 7 bâtiments pilotes qui ont été construits dans le cadre du projet. Et 7 bâtiments pilotes, donc, éco-conçus et construits avec des briques de terre compressées. Le projet a également fait l'objet de la mise en place et l'accompagnement de bureaux locaux pour l'intégration professionnelle, type Pôle emploi, mais donc spécialisé dans l'éco-construction. Et également, donc, très important, c'est l'implication du ministère de l'Éducation qui nous a permis de développer des cursus de formation sur l'éco-construction, donc qui peuvent être suivis par des collégiens et des lycéens. Voilà, tout ça accompagné par l'élaboration d'études et de guides sur l'éco-construction, donc pour élaborer un champ de connaissances qui puisse être assez large et scientifique pour les bénéficiaires du projet. Et voilà, un enseignement important du projet, c'est que les activités sont plus efficaces parce qu'elles sont centrées dans un territoire. Donc ici, je me sens que c'était 2 régions qui étaient ciblées par le projet, avec donc un focus un peu rural ou sur des communautés, des ensembles de communautés rurales. Donc je passe au deuxième levier que j'ai cité, qui est celui de la commande publique. Donc là, sur une géographie complètement différente, hein, c'est les Comores. Donc il y a un financement en subvention également de l'AFD de 30 millions d'euros pour la construction d'un grand nombre d'établissements scolaires. Donc il y a eu 4 lycées, 20 collèges et 22 écoles primaires qui ont été programmées donc, par le projet. Donc la construction est actuellement en cours. Et cette construction utilise des briques de terre compressées également. Donc dès la programmation du projet, donc, des briques de terre compressées étaient prévues dans le programme, puis dans les avant-projets. Et c'est une agence nationale, donc l'Agence nationale de l'habitat des Comores, qui a été responsable de l'achat des presses pour fabriquer les briques et de la formation d'entrepreneurs locaux pour utiliser les briques et pérenniser donc, après l'utilisation des presses pour éventuellement les reproduire sur d'autres projets. Donc via cette commande d'ampleur, c'est un projet qui a permis d'amorcer la relance de la filière de la brique de terre compressée aux Comores, une filière qui est pertinente. Hein. Bon, je ne sais pas si je dois rappeler l'intérêt de la brique de terre compressée, mais c'est un matériau qui a une très bonne capacité thermique, qu'elle soit pour l'inertie ou pour la conductivité thermique. Donc voilà, c'est un matériau qui est très pertinent d'un point de vue confort, également avec une empreinte carbone qui est très faible, et qui est produit localement sur des ressources qui sont extraites localement. Donc voilà, c'est un projet qui a permis de lancer une filière tout à fait pertinente. Et troisième levier, celui des réglementations et des normes. Donc là, je vais citer l'exemple de nos partenaires de la GIZ, qui est celui du développement d'une taxonomie durable, donc, qui est en fait une norme incitative qui a été développée au Mexique et approuvée par le gouvernement. Donc, c'est une taxonomie qui a été élaborée en consultant donc, voilà, une association de banques mexicaines, également le ministère mexicain des Finances. Et il y a un travail technique donc, qui a été fait par la GIZ pour définir des indicateurs pour différents secteurs industriels, donc sont par exemple les industries manufacturières et le secteur de la construction, donc des indicateurs de performance énergétique qui ont été élaborés ou de contenu carbone des matériaux produits dans le cadre des industries locales. Voilà, donc
tout ce travail technique d'élaboration d'indicateurs a permis de définir un pilote qui a été soumis au gouvernement, donc approuvé par le gouvernement, qui a également approuvé donc, le fait que cette taxonomie puisse être associée à l'émission d'obligations souveraines durables. Donc en fait, quand une banque va souscrire à un crédit, si le projet qui est financé donc, par ce crédit est conforme à la taxonomie, le crédit peut être estampillé donc conforme à la taxonomie, voilà, ce qui va pouvoir après être valorisé par la banque dans sa redevabilité, dans sa communication, etc. Voilà, donc c'est un travail donc, également qui aujourd'hui a été très bien accepté par le secteur bancaire au Mexique. Malgré le fait qu'il soit volontaire, donc le fait qu'il soit porté par le gouvernement en fait est extrêmement important. Donc le gouvernement qui est très volontariste aujourd'hui au Mexique sur les politiques environnementales a permis à ce que cette taxonomie puisse être extrêmement bien valorisée et donc bien utilisée, répandue aujourd'hui dans le secteur bancaire. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on a entendu réglementation, commande publique notamment, ça peut être des leviers très puissants pour changer la donne pour l'éco-construction. Je vais demander à Monsieur Ouellet et Madame Yag de donner leur avis justement sur les leviers qui pour eux font le plus sens, voilà, aussi dans leur contexte à eux, pour arriver à massifier beaucoup plus l'éco-construction. Et je vais peut-être vous demander de faire un petit peu plus court que ce qu'on avait prévu initialement, histoire de bien garder du temps d'échange avec nos participants. Merci beaucoup. Je laisse Rama commencer. Madame la directrice. Oui, alors, sur le passage à l'échelle, il est intéressant de noter que pratiquement toutes les interventions convergent en fait sur les leviers sur lesquels il faut agir pour passer à l'échelle. Je pense que des exemples concrets ont été montrés ici, notamment à travers la Mauritanie et le Mexique, que M. Lafont vient de montrer. Alors, au Sénégal, je pense qu'il faudrait, on pourrait agir sur 3 niveaux. D'abord, la réglementation, avec une vision politique très clairement définie, ainsi que l'adaptation de la réglementation en fait aux exigences environnementales et climatiques. Ensuite, mettre en place une forme d'émulation, d'incitation auprès des acteurs privés et publics, mais également des usagers, parce que finalement, on construit pour les usagers finaux du bâtiment, c'est eux qui vont exploiter le bâtiment, c'est eux qui devront en fait accepter ce type de construction et être en phase avec. Donc, il faut absolument que ces personnes-là soient convaincues de la nécessité d'aller vers l'éco-construction et puissent accepter ce type de construction-là à travers l'exemplarité, à travers des solutions, on va dire, architecturales et constructives acceptables de leur point de vue. Et confortable aussi. Il y a également la question on va dire, de tout ce qui est un 3e niveau de structuration de filières et d'accompagnement des acteurs du secteur avec d'un côté le développement de la R&D et de l'autre côté de la formation professionnelle en fait, parce qu'il y a énormément, on sait qu'au Sénégal, il y a un savoir-faire endogène qui existe, qui a fait ses preuves. Il y a des matériaux qui sont là, il y a des acteurs, mais côté R&D et capitalisation de cette recherche et développement-là, je pense qu'il y a encore quelques résistances. Madame Geffriot a présenté une plateforme extrêmement intéressante, en fait, qui regroupe un peu, on va dire, des données, de la connaissance sur ce secteur-là, mais et c'est très bien déjà. Et il faut aller plus loin pour pouvoir justement optimiser par région, par type de construction, par type de matériaux, rendre les données, la connaissance plus accessible et les vulgariser. Pareil, au niveau local, il faudrait que les acteurs locaux, que ce soit les élus locaux, que ce soit les acteurs privés, puissent en fait saisir à bras le corps ces questions-là et l'implémenter sur leur territoire, avoir une forme d'approche territoriale
et porter des projets à l'échelle territoriale qui pourraient atteindre plus facilement et plus rapidement les communautés elles-mêmes, en fait, et qu'elles puissent comprendre que ce type de projet, ce type de bâtiment, ce type d'éco-construction, en fait, convient, en fait, pour peu qu'on puisse l'adapter au mode d'habiter, mais également le faire convenir, en fait, aux souhaits et aux envies, on va dire, de modernité, entre guillemets, et également aux exigences économiques. Donc, j'ai essayé d'être très brève. Oui, je vous en remercie. De toute façon, peut-être ça reviendra dans les échanges tout à l'heure avec le public. Merci beaucoup. Monsieur Ouellet, voilà, de votre côté aussi, quels sont les leviers que vous voyez les plus prioritaires? On a besoin de remettre votre micro, s'il vous plaît. Allô, là, vous m'entendez? C'est bon. OK. Donc, avant de parler des leviers, je veux juste attirer l'attention parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'éco-construction commence à avoir de l'écho, enfin, des adeptes intéressés, la population mauritanienne, mais j'attire l'attention qu'il faut faire attention. Déjà, on entend de plus en plus, quand je construis avec des BTC, je suis dans une démarche durable, éco-construction. Je ne dis pas non, mais attention, parce que les BTC stabilisés avec du ciment de 3 jusqu'à 5%, c'est là où il y a le problème émission ou carbone. Et de l'autre côté, de plus en plus, on voit des gens qui construisent avec des adobes. Je suis dans une démarche bioclimatique où le confort, on vend le client. Bon, quand je construis avec de l'argile, le bâtiment est suffisamment isolé. Non, attention, aussi, là aussi, quand on construit de l'argile, c'est pas forcément isolé, c'est de l'inertie thermique qu'on est en train de mettre en place. L'isolation, c'est autre chose. Donc, c'est une combinaison d'actions techniques, de réflexion qu'il faudra pour arriver à pouvoir dire que je suis dans cette démarche de l'éco-construction ou je suis dans cette démarche de conception bioclimatique. Donc, je reviens, les leviers que je citerai, nous, en Mauritanie aujourd'hui, qu'il y a eu suffisamment de projets. Pecobat, que je connais bien, que j'ai à un moment participé en tant qu'acteur, avec Mathieu Hardy, qu'on a sillonné pratiquement tout le territoire pour la préparation de Pecobat. Et il y a eu des projets du ministère de l'Habitat, les 50 logements Sidi Babi. Et nous, particulièrement à Bidem, on a réalisé des habitats, des bâtiments, des ouvrages à l'intérieur. Donc, en termes de démonstrateurs aujourd'hui, et sans compter des projets qui existaient, notamment l'hôpital de Kaïdi, qui a eu le prix Aga Khan, malheureusement qui a été détruit, qu'aujourd'hui en Mauritanie, on a suffisamment de démonstrateurs qu'on peut dire, ou de pilotes. Maintenant, le passage à l'échelle, c'est là où c'était un problème. Par là, aujourd'hui, Dieu merci, qu'à travers ça, nous, Abidjan, personnellement, que je peux dire que nous avons réussi à attirer l'attention, l'administration publique, d'abord le ministère de l'Environnement, lors de la COP Sharm el-Sheikh, où c'était le premier engagement de la Mauritanie au Global IBC, et ensuite, après, le ministère de l'Habitat, qui a voulu s'ouvrir et prendre des engagements et introduire l'éco-construction dans ses politiques publiques. Aujourd'hui, dans la politique nationale urbaine, il fallait avoir une vision d'abord, une vision sur 15 ans. Donc, un document, une stratégie qui est en cours de finalisation, la politique nationale urbaine. On a sur les 5 axes, on a 2 axes qui nous parlent de décarbonation du secteur du bâtiment et aussi de ville durable et d'habitat durable. Donc, l'engagement politique est là. Et ensuite, il y a eu des outils de mise en œuvre de cette politique publique ou de ces politiques publiques. Notamment, tout récemment, le 2 septembre dernier, il y a eu ce qu'on appelle une communication conjointe au Conseil des ministres du ministre de l'Habitat et du ministère de l'Environnement sur le plan de décarbonation du secteur du bâtiment et de la construction. Sur ce plan de décarbonation, l'importance, il nous met face aux enjeux. D'abord avec des objectifs bien déterminés,
aller séquestrer dans 14 000 tonnes de carbone, créer former 1000 jeunes emplois dans le milieu rural sur le plan national et accompagner 400 artisans et aussi aller quelque part aussi l'existant des bâtiments publics. Il y a 1101 bâtiments qui ont été recensés. Comment aussi corriger thermiquement, adapter ces bâtiments pour assurer un service public de qualité. Donc, face à ça, l'État a dit, bon, OK, comme on a suffisamment d'outils, malgré l'absence de la réglementation, parce qu'en Mauritanie, on ne parle pas beaucoup de réglementation, on parle beaucoup de cadrage, de bonnes pratiques et de références, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les connaissances empiriques qui ont fait leurs preuves, et à partir de là, ça nous permet quelque part de mettre en place des outils de mise en œuvre, notamment dans la définition des cahiers des charges. Donc, l'État aujourd'hui dit depuis très longtemps d'ailleurs que 8% de la commande publique est dédiée aux matériaux locaux. Et aussi, je salue qu'il y a un établissement de l'État, établissement national pour la promotion des matériaux locaux qui a été créé dans ce sens pour permettre de vulgariser cet apport. Donc, le grand souci, c'était l'absence de la main-d'œuvre qualifiée. Et qu'on a c'est que dans l'éco-construction aussi, quand on parle toujours le corps des architectes, le corps des ingénieurs, mais de l'autre côté, les mains à mettre en œuvre, c'est-à-dire des entrepreneurs capables de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont ces leviers, avoir des entrepreneurs, des architectes, des ressources humaines de qualité, des politiques publiques bien cadrées, bien orientées, et aussi des références. Les références, ce sont les bâtiments. Et aujourd'hui aussi, dans la foulée, on a une école d'architecture qui vient d'être créée, qui sera opérationnelle à partir de l'année scolaire prochaine. L'école polytechnique de Nouakchott qui forme, qui essaye de donner un module de formation aux élèves ingénieurs qui sont vraiment pertinents et qui s'approprient cette démarche. Donc aujourd'hui, la Mauritanie va avec des objectifs précis dans le plan de décarbonation de la construction du secteur du bâtiment, des objectifs environnementaux, des objectifs sociaux en termes de formation, en termes d'accompagnement, 1000 jeunes à former, 400 artisans locaux à accompagner, et en termes d'objectifs de rénovation de bâtiments, les 1100 bâtiments du ministère du patrimoine de l'État, des bâtiments publics à encourager. Donc, mais il nous faut aussi des leaders, ce que j'appelle dans chaque territoire aujourd'hui, on doit avoir des leaders qui, surtout en termes d'entrepreneurs, qui pourront quelque part accompagner, porter, et ce sont ces leaders, entrepreneurs ou architectes, qui pourront quelque part assurer une bonne communication et aussi vulgariser les techniques de l'éco-construction. Donc, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà. Oui, très bien, monsieur Ouellet. Eh ben, on va terminer avec monsieur Jonard. Alors, pareil, je vais vous demander de faire un peu court, monsieur Jonard, qu'on garde au moins 5 minutes d'échange avec le public pour voir votre avis justement sur ces stratégies d'alliance qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, que ce soit l'acteur institutionnel, le monde du bâtiment et puis le public aussi, qui a l'habitude peut-être d'une économie parfois plus informelle et qui doit aussi comprendre comment ces bâtiments rentrent dans leur vie normale. Oui, tout à fait. Je crois que beaucoup de mots ont été dits et j'en ai noté quelques-uns. Je pense que les questions des stratégies elles sont importantes. Ce sont des stratégies constructives, opérationnelles, de montage et urbaines aussi. On a parlé de politique nationale d'organisation. Je vais parler plutôt du Sénégal parce que c'est un pays que je connais bien et je vois bien qu'il y a une convergence aujourd'hui de cadres politiques qui sont mis en place. Que maintenant, il y a peut-être le problème, comme l'a souligné Rama, c'est la question du territoire. C'est la question de la territorialisation ou autrement dit de l'opérationnalisation de ces outils ou de ces politiques. Donc on a ça aujourd'hui, mais on a, comme l'a dit Oumar, un problème aussi de connexion entre des volontés, des affichages, on va dire, politiques, institutionnels ou d'opérateurs et une réalité pratique constructive du terrain d'écosystème.
Rappeler aussi que nous, dans ce projet, on l'avait bien analysé au départ quand on a monté ce projet phare, c'était cette question de rentrer, encore une fois, d'embrasser l'ensemble de la filière, y compris dans son rôle de moteur de l'écosystème, comme on dirait, c'est-à-dire de travailler, y compris de travailler à un niveau du référentiel. Vous avez parlé de normes tout à l'heure à l'AFD. Ça, c'est très important. Encore faut-il qu'elles soient applicables, ou qu'elles soient déjà entendues, appliquées, applicables. Et donc, on a aussi travaillé pendant un an ou deux sur la recherche et développement pour travailler à la mise au point de matériaux, mais aussi à la possibilité de les homologuer, sans rentrer trop dans une adhésion directe à un label, parce que c'est trop rapide. Donc l'idée plutôt, c'est de partir du terrain et de remonter et de se faire rencontrer dans un point quelque part, parce que les politiques top-down versus les pratiques qui viennent du terrain, du territoire. Donc c'est pour cette raison que notre projet, j'ai oublié de le mentionner, et c'est pas bien, il est implanté au centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment, à Diamniadio, qui est d'ailleurs un projet qui a été financé par l'AFD auparavant. Alors, on ne l'a pas fait pour ça, mais on s'est trouvé qu'on a compris que c'était ça, et ça rentre bien dans ce chaînon manquant qui pour nous est vraiment là. Le cœur du moteur, c'est la maîtrise d'ouvrage, l'opérateur et les entreprises. Et ce n'est pas seulement les architectes, ce n'est pas seulement les outils, c'est cette capacité qu'aurait un commanditaire, qu'il soit un maître d'ouvrage public, mais aussi une coopérative d'habitants ou des particuliers, de se mettre en position d'être le commanditaire et d'accompagner cette commande pour que ça soit une vraie demande et que l'offre qu'on conçoit soit vraiment ajustée, adaptée culturellement, socialement, financièrement et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça le message. Et en termes de stratégie urbaine, je vais parler des autres leviers, mais vraiment travailler à cette question urbaine qui a été dite aussi par cette approche que la SAFRUA a sur son territoire de 110 hectares. Il faudrait prendre ces 110 hectares comme une entité pilote aussi en changement d'échelle et appliquer cette infrastructure verte, par exemple, qui montrerait comment on peut aboutir à de la vie durable concrète avec des cahiers des charges qui sont dans des logiques économiques. Hein. Il faut que chacun y retrouve son compte. Et par exemple, citer un projet qui nous tient à cœur, qui est historiquement connu, parce que c'était le Sénégal qui était pionnier dans les années 70, ça date pas d'hier, plutôt 80, qui était le projet de la Banque mondiale dit des parcelles assainies. En anglais, Site and Service, qui avait été initié en Inde à l'époque. C'est le premier pays en Afrique qui a travaillé sur cette question de tram assaini pour résoudre le problème du logement et de l'habitat durable. À l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'était sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de réactiver, de renouveler cette stratégie d'aménagement préventif, d'adaptation au changement climatique, qui permettrait de donner d'emblée, d'inscrire, de graver dans le territoire la méthodologie et l'incitation plus que financière, mais je dirais presque de conception. Donc sur les leviers que nous on voit, c'est rentrer sur cette question de montage financier innovant. Donc d'accompagner la commande, d'améliorer cette commande. Donc je vais citer rapidement, parce que c'est d'hyper-actualité, le récent lancement du fonds vert, d'un nouveau fonds vert qui va être abondé par une banque privée au sein du fonds de l'habitat social au Sénégal, qui donc est l'institution en charge du financement du logement social et qui s'est dotée de manière enfin d'un outil incroyable qui va permettre de jouer sur cette question de subventionnement ou de bonification de certains prêts. Alors, je rejoins tout à fait l'idée que ce n'est pas parce que c'est vert ou écolo que c'est plus cher. Donc ça, je pense que c'est aussi une bagarre que nous, on a. Nous, on dit qu'il faut qu'on produise du logement accessible au même prix. On ne veut pas faire payer plus cher des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, si ça peut permettre éventuellement, donc déjà, nous, on s'efforce de produire des logements dans le cadre social sénégalais qui sont au même prix que le standard. Mais si en plus la modification verte permettait de le rendre un peu plus attractif et donc moins cher, ça serait un levier phénoménal pour amorcer la pompe, je dirais, et rentrer dans cette niche qui n'est pas encore cet aspect économique ouais. Voilà.
Merci beaucoup. Cet aspect économique est bien sûr important. Alors, on avait plein de choses intéressantes. Vous aviez tous plein de choses intéressantes à dire. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une ou deux questions. Alors, on a eu des questions, enfin, on a eu parfois des questionnements qui s'adressent plutôt au FFM, typiquement autour du Bénin. Là, il y a un participant qui a demandé des informations. Alors, il sera plutôt mis en contact après le webinaire avec les équipes du FFM ou de l'AFD. Il y avait des questions sur les stratégies à adopter, mais vous avez en partie répondu pour certains d'entre vous, enfin voilà, sur les dernières interventions. Il y a des personnes qui nous font état d'expériences sur des créations d'éco-villages avec de la voûte nubienne, donc on voit qu'il y a des choses qui se correspondent bien. Il y avait aussi une question, alors peut-être pour Madame Yag, qui plus globalement sur la façon dont le Sénégal peut concrétiser vraiment la réalisation de logements sociaux. Un intervenant nous faisait remarquer que peut-être ça n'avait pas toujours été facile de mettre en place des logements sociaux au Sénégal. Est-ce que vous avez l'impression que du coup la dynamique que vous lancez pourrait répondre peut-être à des périodes où ça a été moins facile d'aller en ce sens? Alors, par rapport aux logements sociaux, bon, je suis, la SAFRU n'est pas l'entité ou l'organe en charge de la réalisation de logements sociaux. La SAFRU n'est pas un promoteur public, même si elle intervient dans la chaîne de production de logements sociaux. En tout cas, elle est censée intervenir sur les programmes immobiliers de l'État à travers l'aménagement du foncier mis à disposition pour la construction de ces logements sociaux-là. Donc, c'est vrai que le Sénégal est aussi impacté par la crise du logement et les ressources budgétaires sont très contraintes. Donc, et ne permettent pas actuellement, on va dire, de mobiliser les ressources nécessaires par la seule capacité de l'État. Donc, il faut aller chercher des fonds ailleurs. Donc, et actuellement, je pense que c'est ce qui a principalement freiné le développement du dernier programme de logements sociaux que l'État avait mis en place. Alors, un nouveau programme est en cours de maturation au niveau du ministère en charge du logement. Donc, je pense que le ministère est en train de communiquer actuellement dessus, est en train également de consulter des acteurs. Du côté de la SAFRU sera, je pense, également en charge de l'aménagement du foncier mobilisé pour la réalisation de ces logements sociaux-là. Et la prise en charge de cet aménagement-là, justement, permet de jouer sur le coût de sortie du logement. Donc, si l'État mobilise du foncier que la SAFRU aménage, c'est un poste de moins, en fait, dans le coût de production du logement et donc par ricochet sur le coût de sortie du logement. C'est aujourd'hui la stratégie adoptée par le gouvernement du Sénégal. Donc, par rapport à la question de la volonté politique également, sur la question de la durabilité, je pense que actuellement une volonté politique est clairement affichée dans l'agenda national de transformation, qui est le référentiel, qui est le nouveau référentiel en termes de développement économique et social. Donc, je pense que dans l'axe 3, un des effets attendus, justement, est l'émergence de villes durables à travers, justement, la promotion de matériaux et de l'éco-construction, mais également à travers la mise à jour des codes de l'urbanisme et de la construction pour que ces codes soient adaptés justement aux exigences environnementales et climatiques actuelles. Donc, la volonté politique, elle est affichée. Donc, après, il faut noter aussi que lorsque les codes de la construction et de l'urbanisme ont été révisés, en fait, cette volonté politique-là n'était pas encore affichée. Donc, actuellement, il faut matcher et mettre à jour la réglementation en fonction de la volonté politique qui est affichée. Et également des documents qui ont été produits en tout temps, par exemple, comme la feuille de route pour la décarbonisation du secteur du bâtiment à l'horizon 2035, qui est là, qui a été déjà produite et qui fixe une feuille de route très claire. Donc, ces recommandations-là doivent être intégrées, doivent être traduites en réglementation, en fait, pour favoriser la production de bâtiments éco-construits, mais également intégrer dans les programmes de l'État
dans les programmes immobiliers de l'État, ces exigences-là sur l'éco-construction. Donc, comme je l'ai dit, dans le nouveau programme, la promotion des matériaux est affichée. Dans l'agenda national de transformation également, c'est annoncé. Il faut passer à la mise en œuvre actuellement. Très bien, merci beaucoup. Alors, malheureusement, le temps passe trop vite. Il y a eu quelques questions encore sur la certification des techniques constructives, mais là, je renvoie la personne qui a posé la question au premier webinaire qui abordait bien sûr ce sujet de manière complète. Peut-être pour terminer, à un moment donné, Rémi Lafont a évoqué l'idée que la souveraineté au niveau des matériaux pouvait être éventuellement un ressort à faire jouer. Monsieur Ouellet, est-ce que vous avez l'impression, au moins en Mauritanie, que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant ou de fait, c'est pas forcément un ressort auquel alors soit les politiques, soit les acteurs du bâtiment sont sensibles? Enfin, comment vous le jugez, ce potentiel argument? Oui, aujourd'hui, oui. Je dirais qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi, c'est certes, il faut des constructeurs, mais il faut aussi, pour répondre à toute cette demande, tout ce mouvement accompagnement, il faut qu'il y ait des mini-industries, que j'appelle éparpillées dans le territoire, pour pouvoir permettre aux États politiques d'atteindre leurs objectifs en termes d'engagement et aussi de redynamiser ce qu'on appelle l'économie territoriale. C'est pour cela, dans le cadre du plan de décarbonation du secteur de la construction, on a mis accompagnement des artisans locaux, c'est-à-dire constructeurs et producteurs des matériaux. On a cette forte chance en Mauritanie, de l'est en ouest, on a des différents types de matériaux, de la pierre naturelle, des végétaux de Tifa, balderie et tout ça, et l'argile qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire mauritanien. Effectivement, aujourd'hui, c'est pour répondre pour pouvoir accompagner les politiques publiques de l'État, notamment les 200 postes de santé à construire, les 40 centres de santé à construire, ne serait-ce que pour le ministère de la Santé, sans compter des salles de classe à corriger thermiquement face à ces montées de température, que naturellement, il nous faut des producteurs, des industriels, des mini-industries au niveau local qui seront là aptes à produire pour pouvoir répondre. Sinon, ce ne sera pas possible. On ne pourra pas. Moi-même, j'en ai éprouvé des expériences. Quand je construisais le centre d'entraînement des forces spéciales, il me fallait 1400 tonnes d'argile, il me fallait 10 tonnes de paille de Tifa. Et sur le plan logistique, c'était compliqué. Et en termes de respecter le délai, c'était un financement de l'Union européenne, c'était hyper compliqué. Et la villa que je viens de construire en milieu urbain est venue confirmer cette problématique. Il faut qu'il y ait des fabricants de matériaux ou qu'on ait des matériaux disponibles prêts à l'emploi. C'est la même chose que si vous voyez qu'aujourd'hui, que le secteur de la construction traditionnelle avec le parfum, on le fait d'une manière officielle ou par l'approche autoconstruction, c'est que partout, là on tourne dans la ville de Nouakchott, on a des unités de production, des parpaings de ciment que la personne peut aller acheter rapidement. Et aujourd'hui, certes, il y a cette demande, il y a cette envie de construire avec des matériaux locaux, mais indépendamment des ressources humaines qualifiées, il faut aussi aller dans le sens à mettre en place des mini-industries territoriales qui vont produire des logements. Et ça, il faut que l'État aussi va loin dans ce tapis et que les partenaires techniques et financiers aussi puissent apporter ce tapis de financement. Certes, il faut financer la formation, mais il faut financer l'économie locale, d'ailleurs, pousser l'industrie locale. Aujourd'hui, moi, je vois une carrière d'argile, c'est une entreprise. C'est quelqu'un qui sort de l'école des mines, des ingénieurs de Zoérat, peut créer une entreprise, ne serait-ce que produire de l'argile de qualité pour faciliter l'opérationnel, c'est-à-dire l'entrepreneur qui construit à avoir de l'argile préparée, bien Ouais, faite. très bien, monsieur Ouellet. Je suis un petit peu obligé de vous couper, désolé, parce qu'on arrive sur la fin, mais en tout cas, on a bien compris qu'il y a un enjeu entrepreneurial très important autour de l'éco-construction et qui, de fait, va pouvoir faire évoluer ce secteur dans les mentalités. Le sujet est vraiment passionnant.
passionnant. On aurait certainement pu y passer beaucoup plus de temps. Et je vais inviter Aurélie Gueldre à faire une conclusion à ce webinaire. Bon, j'espère que si la conclusion est aussi brève que bonne, j'espère qu'elle sera excellente. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, d'abord parce que c'était passionnant, que je pense que pour ceux qui ont pu le suivre depuis le début ou qui ont pu suivre les 3 webinaires, il y a énormément de matière. Donc je vous invite si vous vous intéressez par ailleurs au sujet de la formation, au sujet de la certification, à visionner les replays qui sont déjà en ligne. Le deuxième est également disponible en anglais. On a eu un petit souci d'enregistrement pour le premier, mais vous pouvez l'écouter quand même avec les sous-titrages YouTube. Voilà, donc un immense merci à tous les panélistes, ceux de ce webinaire et les précédents. Un grand merci à Stéphane pour cette modération. Un merci à toute l'équipe dans l'ombre du FEFEM et aussi aux collègues de l'AFD qui ont aidé à organiser ces webinaires et qui ont contribué. Voilà, moi je retiens que chacun à son niveau est capable d'être un émulateur, un inspirateur, un acteur sur ces sujets-là, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'en se rencontrant et en créant ces réseaux-là, ces liaisons, ben, on peut être plus fort. Donc un grand merci à tous. Le replay sera bientôt disponible et voilà, et bon vent à l'éco-construction, on sera là pour vous soutenir. Pour la suite, pour tous les projets dont on a parlé et que soutient le FEFEM et tous les autres que soutient l'AFD. Voilà, merci encore à tous et à bientôt sur les projets, sur les chantiers. Au revoir.